monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, Donald au Groenland. Washington poursuit son tour du monde de la déstabilisation dans un début d'année explosif. Nous évoquerons ensuite la situation politique espagnole affectée par les actions états-uniennes au Venezuela et où les questions sud-américaines jouent un rôle de plus en plus important. Et enfin, un peu de politique nationale avec Thierry Mariani qui lance sa campagne en dénonçant l'insécurité à Paris. De Caracas à Téhéran en passant par Nuuk, Donald Trump donne le tempo des affaires internationales depuis le début de l'année. L'Europe réagit enfin pour le territoire danois, mais le monde pourrait connaître des changements majeurs dans les mois à venir. Nous avons besoin du Groenland pour notre sécurité nationale. On verra bien ce qui se passera. Le problème, c'est que le Danemark est impuissant si la Russie ou la Chine veulent occuper le Groenland. Mais nous pouvons faire tout ce qu'il faut. Vous l'avez constaté la semaine dernière avec le Venezuela. Nous pouvons faire tout ce qu'il faut contre ce genre de situation. Ça n'arrivera pas. Vous savez, je ne peux pas compter sur le Danemark pour se défendre. Comprendre, le Danemark ne peut pas se défendre tout seul, donc je vais m'en emparer. Avec un pareil raisonnement, la Belgique, la Suisse ou encore le Benelux et Monaco pourraient rapidement devenir français. Après avoir commencé l'année sous le feu des projecteurs avec l'opération vénézuélienne, Donald Trump a poursuivi avec les menaces en Iran et donc celles concernant le Groenland, territoire constitutif du Danemark. Le président américain invoque la sécurité. Mais si celle-ci compte pour partie, il convient de rappeler que ce territoire est riche en ressources énergétiques stratégiques, comme le Venezuela ou encore l'Iran, et que les populations autochtones s'opposent à leur exploitation et ont largement sollicité des partis autonomistes et écologistes lors des dernières élections. Face à la menace ouverte d'annexion des nations européennes, dont la France, ont déployé des forces militaires pour une mission de reconnaissance baptisée Arctic Endurance. Les premiers soldats français, une quinzaine de chasseurs alpins spécialisés en environnement extrême, sont arrivés à Nuuk, la capitale groenlandaise, dès mercredi, accompagnés de contingents allemands, 13 militaires, suédois, norvégiens et danois. Ils mènent une exploration jusqu'au 17 janvier, c'est-à-dire jusqu'à samedi, visant à évaluer les capacités de surveillance maritime et à soutenir le Danemark dans la sécurisation de la région. Une goutte d'eau qui n'empêcherait pas une, encore très hypothétique, occupation américaine, mais qui a une valeur symbolique importante. Côté danois, c'est la consternation. Le Premier ministre Mette Frederiksen a souligné un désaccord fondamental avec Washington, constatant que l'ambition américaine, un allié de Copenhague, de contrôler le Groenland, reste intacte. Reste à savoir dans quelle mesure le président américain pourrait bluffer et défendre une position extrême, celle de l'annexion, pour finalement obtenir le droit pour son pays de faire à peu près tout ce qu'il veut en terre groenlandaise. Un scénario qui conviendrait probablement aux Européens qui ne perdraient pas officiellement la face en dépit d'un nouvel aveu d'impuissance. En France, Emmanuel Macron a convoqué un conseil de défense d'urgence ce mercredi à l'Élysée, abordant donc le Groenland aux côtés de la crise iranienne. Dans ces deux dossiers, la France a un rôle très secondaire et ce sont les États-Unis qui tiennent les cartes. Côté russe et chinois, les envies expansionnistes de Washington sont une aubaine et permettent de dire l'inquiétude des chancelleries de ces deux pays face à cette attitude belliciste incombe. Parallèlement, les tensions montent autour d'une possible opération militaire américaine en Iran où la répression des manifestations se poursuit. L'espace aérien iranien a été fermé aux vols commerciaux pendant plus de 4 heures ce jeudi matin, sans explication officielle, forçant les compagnies à dérouter vers le nord et le sud. Cette mesure, dans un contexte de niveau d'alerte élevé, évoque des préparatifs militaires avec un risque accru de confusion entre appareils civils et hostiles. Dans la région, les mouvements aériens s'intensifient, des renforts OTAN et américains sont signalés, tandis que la base US d'Al Udeid au Qatar évacue partiellement son personnel non essentiel, invoquant des tensions régionales et des menaces iraniennes de représailles comme lors des tirs de missiles de juin 2025. Les niveaux d'alerte sont au maximum, avec des pays européens exhortant leurs citoyens à quitter l'Iran. L'Arabie saoudite a même refusé aux États-Unis le droit de survol de son espace aérien pour toute opération contre Téhéran, craignant des représailles et une déstabilisation économique, freinant ainsi l'opération militaire directe de Washington. Même Israël, d'ordinaire très favorable à une confrontation directe avec Téhéran, nuance son approche et privilégie des actions clandestines et des cyberattaques à une confrontation directe. Enfin, la Chine sera aussi à observer de très près puisque Pékin est un allié historique de Téhéran et a déjà affirmé ne pas vouloir céder au chantage commercial américain. Les Chinois ont un intérêt fondamental à ce que le pétrole iranien continue à circuler par le détroit d'Ormuz.
du Groenland à l'Iran. L'histoire s'accélère en ce début d'année 2026 et le président états-unien Donald Trump, élu avec l'image d'un isolationniste, semble plus que jamais prêt à faire dans l'interventionnisme, voire même dans l'expansionnisme. L'onde de choc du kidnapping de Nicolás Maduro par les forces armées américaines se fait toujours ressentir dans le monde et plus particulièrement en Espagne en raison de la proximité culturelle entre le pays et le continent sud-américain. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. La libanisation progressive des pays européens prend à chaque étape un visage un peu différent, mais aboutit bon an mal an toujours au même résultat. La part croissante de l'influence d'événements ou d'entités extérieures dans la politique intérieure des pays européens. Dans le cas de l'Espagne, pour des raisons historiques, culturelles et linguistiques assez évidentes, les événements se produisant dans la partie hispanophone des continents américains a une certaine audience à Madrid. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a vivement réagi à l'intervention américaine au Venezuela, tout en proposant en parallèle sa médiation, notamment du fait de la présence d'Edmundo González, que les Occidentaux estiment être le candidat qui a remporté la dernière présidentielle vénézuélienne et qui vit en exil en Espagne. Enfin, ne pouvant totalement renoncer à leurs intérêts économiques, les entreprises énergétiques espagnoles ont fait part au président américain de leur intérêt dans l'exploitation du pétrole vénézuélien. En clair, une situation complexe qui divise les partis espagnols entre eux dans un contexte où le gouvernement de Pedro Sánchez ne tient qu'à un fil depuis 2023. Pedro Sánchez est probablement le dirigeant, le chef de gouvernement de l'Union européenne à avoir été le plus incisif vis-à-vis de Donald Trump sur cette question, donc du Venezuela. Il a co-signé avec plusieurs dirigeants latino-américains de gauche, la présidente du Mexique, le président de la Colombie. Il a co-signé une tribune diplomatique exigeant le respect du droit international au Venezuela et condamnant l'intervention militaire américaine. Donald Trump qui accuse d'ailleurs souvent la coalition de gauche et gauche radicale au pouvoir en Espagne d'être des amis de Nicolás Maduro et de toute la gauche radicale latino-américaine, alors que le Parti populaire, et plus encore Vox, se réjouissent de cette capture, tout comme une large partie de la diaspora vénézuélienne ou d'origine vénézuélienne en Espagne. Et donc on voit très clairement que les décisions de Donald Trump en Amérique latine jouent un rôle important dans les médias et le discours politique en Espagne. L'une des raisons assez logiques pour laquelle la politique sud-américaine influence de plus en plus l'Espagne est la présence grandissante d'une population immigrée en provenance de ces pays et qui migre vers l'Espagne. Un peu à l'image des questions maghrébines ou africaines qui ont un impact politique intérieur important en France ou même en Belgique, même si en Espagne, cela ne s'accompagne pas de débordements, notamment à l'occasion d'un match de football. L'influence de la politique intérieure latino-américaine en général et vénézuélienne en particulier dans la politique intérieure espagnole est tout à fait considérable et elle gagne même chaque année en importance. C'est la présence toujours plus marquée d'immigrés latino-américains en Espagne. Quand je parle d'immigrés latino-américains, je parle non seulement de personnes qui s'installent en Espagne pour des raisons économiques ou politiques, cherchant à fuir la violence, des régimes dictatoriaux ou à trouver de meilleures conditions de vie, mais également de grandes fortunes mexicaines, vénézuéliennes, colombiennes, argentines, qui choisissent l'Espagne comme porte d'entrée en Europe, qui optent pour un pays sûr et stable sur le plan politique, économique, financier, afin d'investir dans l'hôtellerie et l'immobilier de luxe. On voit que les partis politiques espagnols courtisent de plus en plus cet électorat latino-américain qui peut obtenir la nationalité espagnole de façon accélérée et assez simple au regard de la loi espagnole. C'est un avantage dont ils bénéficient par rapport à des immigrés d'autres régions du monde. Et donc on voit de plus en plus d'électeurs latino-américains d'origine latino-américaine être sensibles au discours des partis politiques espagnols d'un bord ou de l'autre. On voit que la gauche dite radicale de Sumar ou le parti socialiste du président du gouvernement Pedro Sánchez soutiennent des dirigeants de gauche classique ou radicale en Amérique latine, Claudia Sheinbaum au Mexique par exemple ou Gustavo Petro en Colombie, alors que le Parti populaire qui est la droite classique en Espagne donne son soutien aux dirigeants qui correspondent à ces idées en Amérique latine, qui sont de moins en moins nombreux au demeurant. Et la droite dite radicale de Vox va se montrer comme un partisan de dirigeants latino-américains de droite plus radicale, à l'image de José Antonio Cast au Chili, de Javier Milei en Argentine ou de Nayib Bukele au Salvador.
Et tout porte à croire qu'en 2026, au vu des velléités de plus en plus affirmées de Donald Trump sur l'Amérique du Sud, les tensions internes espagnoles sur le positionnement sud-américain ne seront que renforcées. D'autant que plusieurs présidentielles auront lieu en Amérique latine et pourraient bien voir des partenaires de Vox, totalement alignés sur Trump, l'emporter. Ces événements pourraient également renforcer la compétition entre la droite classique du Parti populaire et la droite populiste de Vox, qui gouvernent ensemble plusieurs régions, mais ont vu certaines de leurs majorités régionales exploser ces derniers temps. Tout concourt donc à une petite libanisation politique de l'Espagne, mais à la sauce sud-américaine. La bataille municipale dans la capitale est bel et bien lancée. Alors que la candidate de Reconquête, Sarah Knafo, a attiré les regards la semaine passée, le Rassemblement national et Thierry Mariani lancent leur campagne en dénonçant l'insécurité dans la capitale. Édouard Chano. Thierry Mariani présentait ce 15 janvier à Paris son programme sécuritaire pour la capitale. Un rendez-vous devenu crucial alors que Sarah Knafo du parti Reconquête a bousculé les codes couleurs de la campagne et les sondages, étant crédité de 9% des voix et le RN de 5%. Alors face à cela, mais aussi face à la candidate macroniste Rachida Dati, Thierry Mariani veut insister sur les fondamentaux. Mais attendez, moi je veux une ville heureuse aussi, je voudrais que le monde soit Walt Disney, mais il ne s'agit pas de se déguiser, alors c'est pas elle, de se déguiser en boueux ou en, je sais pas, en Peter Pan pour rendre une ville heureuse. Voilà, une ville heureuse malheureusement à Paris aujourd'hui c'est une ville difficile. C'est une ville merveilleuse, mais c'est une ville où il y a de plus en plus d'insécurité, c'est une ville qui est de plus en plus sale, c'est une ville où malheureusement on gaspille l'argent du contribuable. Voilà, donc moi je veux que tout le monde y soit heureux aussi, mais il ne s'agit pas de copier les codes couleurs d'une campagne à New York. Si on veut être heureux, il faut être en sécurité. Si on veut être heureux, il faut être dans une ville où les transports soient propres. Si on veut, il faut être dans une ville bien gérée, où on ne se fait pas assommer quand on reçoit sa feuille d'impôt. Voilà, moi je veux une ville propre, où on est en sécurité et qui soit bien gérée. Après, on sera heureux. La sécurité, parlons-en. Le RN dénonce une ville devenue le département le plus criminogène de France, avec plus 36% d'homicides entre 2023 et 2024. Un record. À cela s'ajoute une hausse de 240% des violences sexuelles et de 52% du trafic de stupéfiants en 10 ans. Alors Thierry Mariani fustige la passivité de la municipalité socialiste face à l'insécurité et veut créer une véritable police municipale. Oui, c'est le défi parisien et c'est un problème qui est récurrent. Ce matin, on nous annonçait un grand progrès dans les résultats sur la sécurité à Paris. Sauf que quand vous lisez, en réalité, c'est surtout des progrès sur les vols de voitures ou des indices qui ne concernent en rien les agressions aux personnes physiques. Or, ces agressions aux personnes physiques, c'est ce qui explose ces dernières années. Je veux dire, quand on se balade en Paris, quand on se balade dans le métro, on a le droit de se sentir en sécurité et espérer rentrer chez soi sans encombre. Et donc, on l'a dit, on veut créer une police municipale pour justement renforcer cette sécurité. 8500 policiers municipaux, ce n'est pas un chiffre pris au hasard. C'est exactement le ratio par rapport à la population des grandes villes européennes et d'une ville comme New York. Seulement créée en 2021, la police municipale ne compte que 3500 agents à Paris, mal armés car dépourvus d'armes létales et mal utilisés. Embaucher 8500 policiers, ça nécessite aussi 2 ou 3 conditions. Premièrement, on veut des policiers armés. D'abord, ne serait-ce que pour affronter des délinquants, ils ont besoin de se sentir en sécurité. Armés, ça veut dire bien sûr pour chacun des moyens non létaux comme des tasers, mais aussi des moyens létaux parce que malheureusement les délinquants sont de plus en plus violents. Deuxièmement, ça veut dire aussi une police réorganisée. On propose la création pour ces 8500 policiers de 7 brigades. D'abord une police de proximité. On a rencontré beaucoup de policiers municipaux qui sont venus nous voir discrètement. Ils ont l'impression d'être utilisés pour se battre contre le stationnement, pour mesurer par moment les terrasses de café, mais qu'ils n'ont pas de quoi réellement lutter contre la délinquance. Et pourtant, c'est des gens de bonne volonté, souvent bien formés, et donc il faut leur donner ces moyens. Donc une police, 8500 policiers armés, et d'autre part une police qui est aussi à son service les moyens de la vidéosurveillance. Il y a un
quelques caméras à Paris, mais c'est totalement insuffisant. Là aussi, sans rentrer dans les détails, on veut se mettre au même ratio que les grandes capitales européennes. Autre proposition, une brigade anti-squat de 100 agents capables d'intervenir dans les 48 heures pour faire évacuer des squatteurs, mais aussi une brigade municipale anti-drogue et anti-campement, car pour Thierry Mariani, il faut prendre de vitesse la délinquance. Reste à savoir si les propositions du RN lui permettront de doubler aussi ses concurrents. Passons à présent à l'actualité en bref en France. La Cour de cassation s'invite dans les familles. Mercredi, la plus haute juridiction civile a rejeté l'existence d'un droit de correction parentale justifiant des violences éducatives sur les enfants. Elle a cassé la relaxe d'un père condamné initialement à 18 mois de sursis pour violence sur ses fils mineurs entre 2016 et 2022, renvoyant l'affaire à la Cour d'appel de Nancy. La Cour d'appel de Metz avait invoqué ce droit ancestral datant de 1819 si les violences étaient proportionnées et non humiliantes. Mais la haute juridiction rappelle que ni la loi française, ni les textes internationaux, ni sa jurisprudence moderne ne le reconnaissent. Cette décision renforce la loi dite anti-fessée de 2019, interdisant toute violence physique ou psychologique dans l'exercice de l'autorité parentale. Une décision intrusive dans les familles et à rebours de la réalité française, alors que selon un baromètre IFOP 2024, 81% des parents ont eu recours récemment à une correction éducative. Nouvelle affaire dans l'affaire Le Squarnec. L'association L'Enfant Bleu a déposé lundi une plainte déontologique contre 3 anciens responsables du conseil départemental de l'Ordre des médecins du Finistère. Ces médecins étaient informés de la condamnation de Joël Le Squarnec en 2005 pour détention d'images pédopornographiques, mais n'ont pas agi, lui permettant de poursuivre son exercice auprès de mineurs. Selon l'avocat Jean-Christophe Boyer, ils ont délibérément étouffé l'affaire lors d'un entretien en 2006 et d'une séance plénière sans informer les autorités sanitaires. L'association vise à tester la détermination du Conseil national de l'ordre à réformer et à sanctionner l'impunité. Enaf ne veut pas en faire tout un pâté. Le groupe breton Enaf, célèbre pour ses pâtés et conserves, fait face à une polémique suite à la révélation que ces langues de bœuf en sauce proviennent d'Amérique du Sud. En pleine contestation agricole contre l'accord UE-Mercosur, un internaute a pointé du doigt cette importation sur les réseaux sociaux. Loïc Enaf, PDG, défend son entreprise expliquant que 98% de la viande utilisée est française, dont 91% bretonne, et les pâtés sont à 100% à base de porcs locaux. Pour les langues de bœuf, lancées en 1967, la France n'en produit pas assez pour répondre à la demande et les calibres locaux ne conviennent pas aux boîtes. Enaf insiste sur sa transparence, indiquant l'origine exacte sur les emballages et justifie le label « Produit en Bretagne » par la transformation locale générant des emplois. Malgré les tentatives de relocalisation, l'approvisionnement sud-américain reste nécessaire pour ce produit marginal dans la gamme. La résistance britannique condamnée en France, 10 militants britanniques du mouvement Raise the Colours ont été interdits de territoire français mardi pour des actions considérées comme violentes contre des migrants sur le littoral du Nord et du Pas-de-Calais. L'organisation fait l'objet d'une enquête pour violence aggravée en septembre 2025. Accusés de détruire des small boats utilisés pour traverser la Manche et de propagande anti-immigration, ils risquaient de troubler l'ordre public selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Le mouvement dénonce une décision scandaleuse et affirme respecter la loi tout en critiquant l'inaction face aux migrants. Les associations d'extrême gauche comme Médecins du Monde et Utopia 56 se félicitent de cette décision. En 2025, 41 472 migrants ont traversé la Manche et un accord franco-britannique vise à endiguer le flux via des échanges 1 pour 1. L'actualité internationale en bref. Les Européens paient encore pour l'Ukraine. Mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé que Kiev va pouvoir dépenser 60 milliards d'euros pour acheter des armes européennes. C'est une partie du prêt de 90 milliards d'euros décidé en décembre. Les 30 milliards restants du prêt européen seront utilisés par Kiev pour ses besoins budgétaires, sous condition de réformes liées au renforcement de l'état de droit ou à la lutte anticorruption. Il va en effet y avoir du travail. Notons que les intérêts de ce gigantesque prêt à l'Ukraine s'élèvent à 3 milliards d'euros par an et seront payés par le budget de l'Union européenne. Seules la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque sont exemptées de ce mécanisme de prêt. Nouvelle tension russo-britannique. Jeudi, Moscou a annoncé l'expulsion d'un diplomate britannique qui serait membre des services secrets du Royaume-Uni. Celui-ci, deuxième secrétaire de l'ambassade, s'est vu retirer son accréditation et doit quitter la Russie d'ici 2 semaines. La diplomatie russe a affirmé ne pas tolérer sur son territoire
des membres des services secrets britanniques non déclarés. Nouvelle manifestation contre la police de l'immigration aux États-Unis. Mercredi, à Minneapolis, dans le Minnesota, un clandestin vénézuélien a été blessé par un agent de la police fédérale de l'immigration américaine. L'individu avait tenté de fuir un contrôle, puis, rattrapé, il s'était battu contre les agents. L'un d'eux a alors utilisé son arme à feu et l'a blessé à la jambe. Notons aussi que pendant la lutte, 2 individus sont sortis d'un appartement voisin et ont aussi attaqué le policier avec une pelle à neige et un manche à balai. Les manifestations ont eu lieu le soir même, une semaine après la mort d'une femme dans cette même ville, tuée alors qu'elle refusait d'arrêter sa voiture devant les agents de la police fédérale. Qui va transformer l'essai pour le Mondial 2035 ? Mercredi, le Japon a annoncé sa candidature pour l'organisation de la Coupe du monde de rugby de 2035. Le dossier de candidature doit être remis au 3e trimestre de cette année 2026 pour une sélection en mai 2027. Il n'y a pas encore d'autres candidats déclarés. Rappelons que les prochaines Coupes du monde auront lieu en Australie en 2027 et aux États-Unis en 2031. On arrive à la fin de cette édition, ce soir immédiat. Merci de votre fidélité, à demain.